Madame, Monsieur d'Abitibi-Témiscamingue, merci de suivre l'actualité avec nous. Bon début de soirée. En hausse significative dans les dernières années, les expulsions de locataires donnent du fil à retordre aux huissiers de justice. Au vu de la situation, sont-ils toujours en mesure de maintenir opérationnel l'appareil de justice? Anthony Dallaire se penche sur la question au courant depuis les derniers mois. Il faut être en forme. On mange bien, on est en forme, on fait face à la réalité, puis on fait ce qu'on a à faire, mais on le fait pour les bonnes raisons. La passion du métier camoufle bien la lourdeur de la tâche. Depuis un an ou deux, j'ai à faire intervenir les policiers beaucoup plus souvent qu'auparavant. Les chiffres ne mentent pas. Selon les données récoltées chez 3 des 4 bureaux de huissiers de justice de la région, de 2013 à 2017, ce sont environ une vingtaine de dossiers d'expulsion qui ont été ouverts en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec par année. Depuis 2018, les compteurs ne dérougissent pas et atteignent des sommets. Même que depuis les 2 dernières années, on chiffre le nombre de dossiers d'expulsion ouverts à près d'une centaine par année. Un dossier d'expulsion ouvert se termine très majoritairement avec une personne à la rue. On a tellement de volume de travail que c'est difficile de voir l'augmentation, de le constater, mais après avoir fait l'exercice, ça m'a un peu choqué de voir qu'il y en avait autant. On pointe du doigt l'inflation, l'augmentation du coût de la vie et des loyers. Bien qu'en ralentissement cette année, l'indice des prix de consommation a atteint des sommets entre les dates observées, soit 2021 et 2023. Selon Statistique Canada, l'IPC a grimpé jusqu'à 8,1 % en juin 2022, une réalité qui demande d'ailleurs aux huissiers d'adapter leur manière de travailler. On trouve des méthodes pour, comme je disais, tourner les coins ronds là où on peut se permettre de le faire sans négliger la qualité, mais si on arrive à un stade ou à un jour où on ne peut plus faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On refuse des mandats ou on s'expose à tourner davantage les coins ronds et commettre des fautes professionnelles, moins bien servir la population, c'est quelque chose là où on ne veut pas aller. Le manque de main-d'œuvre se fait également sentir pour les quelques dizaines de huissiers qui opèrent sur un territoire presque 2 fois grand comme la France. Selon les derniers chiffres, je pense qu'il y a 2 % seulement là, des huissiers qui desserrent toutes les régions éloignées. On a beaucoup de difficultés à recruter. Malgré tout, il est hors de question pour José Fortin et ses collègues de mettre leur humanité de côté dans l'exécution de leur mandat. On travaille souvent dans l'optique d'aider les gens. Fait que ça nous est déjà arrivé de rentrer chez quelqu'un. La personne est là, elle ne sait pas où s'en aller. On fait des téléphones pour trouver un endroit, on la réfère. On lui donne un coup de main pour ramasser ses choses, faire des bagages, mettre ça dans son auto ou appeler un taxi pour qu'elle puisse repartir. Mais s'assurer, en fait, que cette personne-là repart, du moins, en sécurité. Bien que passionnés par leur métier, les huissiers sont tout de même préoccupés pour l'avenir de leur profession. On aimerait donc que des incitatifs soient mis de l'avant pour grossir le bassin des quelques 430 huissiers du Québec. Anthony Dallaire pour RNC Nouvelles. Après un refus d'ajouter des feux rectangulaires à clignotement rapide pour signaliser les intentions des piétons et des enfants il y a quelques semaines, la municipalité de Notre-Dame-du-Nord demande au ministère des Transports régional de reconsidérer leur demande à travers une lettre au Père Noël signée par le maire Nico Gervais et le directeur général Kamel Boubaker. Il rappelle l'importance de sécuriser la route principale pour éviter des accidents mortels, surtout lorsque ça pourrait impliquer des enfants. Et c'est aujourd'hui que se tient la Journée internationale des bénévoles. Salut donc à ceux qui s'adonnent à ce don de soi. Les centres d'action bénévoles d'Abitibi-Ouest et de Rouyn-Noranda s'unissent sous le thème « Je bénévole et vous ». Les centres souhaitent ainsi motiver, inspirer et inviter la population à l'action bénévole. Les intervenants soulignent que les besoins sont constants et que les volontaires se font rares. Les gens qui souhaitent répondre à l'appel du bénévolat peuvent visiter le site jebénévole.ca ou simplement joindre un centre d'action bénévole dans votre localité. Ce que tu donnes en temps, là, il est multiplié en retour. Quand tu rends service à quelqu'un, là, tu le fais pas juste pour rendre service à la personne. Tu le fais pour toi aussi. Tu fais des belles rencontres. Tu apprends des choses. C'est très important, je trouve, d'avoir une philosophie de vie, là, de partage. La paix, c'est la fierté d'avoir aidé quelqu'un. Puis dans le fond, ça te coûte quasiment pas rien, toi non plus, là, ce que je viens de te dire, là. Ça rapporte beaucoup. Tu rends une personne heureuse. Le bonheur, ça n'a pas de prix, ça. Le Centre de formation professionnelle à Val-d'Or dévoile un jeu vidéo qui simule l'exploitation minière. Il sera utilisé par les étudiants du programme en extraction minière afin qu'ils puissent se familiariser avec les différents instruments utilisés lors des opérations souterraines. Le jeu développé par le CFP est encore dans sa phase prototype.
On avait des avantages à le faire au niveau de la pédagogie, de la formation. On a fait avec plusieurs cohortes dans les 2 dernières années des élèves en extraction qui ont testé. Des fois, c'était seulement quelques heures. Des fois, c'était 1 fois par semaine pendant 7 semaines. Donc, il y a plusieurs modèles qu'on a testés pour voir un peu la progression. Annoncé chez nous en mai dernier, la construction d'une nouvelle maison d'hébergement de 2e étape pour les femmes et leurs familles victimes de violences est menacée. Selon la direction de la Maison alternative pour elles à Rouyn-Noranda, l'incohérence et la lenteur administrative du gouvernement menacent le projet de 7 millions de dollars. Un gîte déjà nécessaire alors que les services offerts sont surchargés et hautement fragilisés. Il y a des difficultés avec les programmes actuels. Donc, on ne reconnaît pas les espaces de travail nécessaires là, pour pouvoir dispenser des services en contexte de violence conjugale post-séparation. Alors ça crée de nombreux enjeux. On est plusieurs organismes, plusieurs maisons d'hébergement là, qui démarreront des maisons d'hébergement en 2e étape au Québec et ça freine énormément le développement là, de nos projets. On est en train de vous le mélanger, le dossier, parce que le 7 millions n'est pas disponible facilement comme vous l'espériez. Là. On ne vient pas financer les espaces de travail comme tous les bureaux d'intervention pour les femmes auprès des enfants, les espaces de coworking, les cuisines collectives. Ça, il y a 60 % des espaces de travail qui sont reconnus. Alors, on nous donne du financement pour intervenir auprès des femmes, mais il faudrait dispenser nos services sur le trottoir. C'est complètement illogique. Ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement adapte les projets actuels, les programmes de financement pour bien répondre aux besoins en violence conjugale. Donc, encore une fois, je le dis, on est des organismes qui dispensons des services auprès des femmes et il faut que ce soit reconnu, il faut que ce soit financé de façon adéquate. Puis, il faut aussi reconnaître que c'est des situations d'urgence. Quand il y a une situation de violence conjugale, il faut être capable de répondre aux besoins là. C'est pas dans 2 semaines, c'est le plus rapidement possible. Alors, si on débloque les sommes nécessaires puis qu'on réussit à sortir les projets de terre dans des délais qui sont raisonnables, si on arrête de vivre les 12 travaux d'Astérix, là, puis de se promener entre les bailleurs de fonds, les promesses, les sommes qui ne descendent pas, on va y arriver. Mais là, il faut que le gouvernement fasse sa part. Nous, on estime qu'on fait le maximum, mais il faut nous aider, là. Ces femmes-là qui vivent encore des enjeux de sécurité, si on était capable de les transférer dans la maison d'hébergement en 2e étape, bien, ça libérerait des places. Alors, c'est clair que ça a de l'impact là, sur les maisons d'aide et d'hébergement actuellement, là. Les karatékas de l'école Wadokai de Roger Saint-Arnaud à Rouyn-Noranda étaient à Montréal pour la Coupe Québec. Les 10 athlètes ont récolté dans l'ensemble 6 médailles, 2 d'or, 3 d'argent, 1 de bronze. Christine Doucet et Félix Parker ont respectivement mérité l'or en combat et en kata. À 18 ans, Christine Doucet évolue chez les 60 kilos et plus alors que Félix Parker combat dans les catégories élite des 12 à 13 ans des moins de 55 kilos. Selon les experts, la météo vit une anomalie dans les heures qui viennent avec un froid mordant que nous n'avons pas vu depuis février dernier, un creux barométrique, comme disent des scientifiques, partout sur la province, sauf dans l'ouest. C'est nuageux ce soir avec, oui, vous le voyez, moins 25 degrés en Abitibi cette nuit. Les vents à 15 km/h demain au réveil pourraient causer des engelures avec moins 29. Au Témiscamingue, le mercure va bloquer à moins 18. Demain mercredi, soleil partout, moins 11 degrés en moyenne. Les nuages reviennent jeudi avec des averses de neige à Ville-Marie et autour de moins 6 degrés. C'était vos infos régionales. À ne pas manquer demain l'inauguration d'une nouvelle zone neutre destinée à permettre aux citoyens à procéder à l'échange de biens ou de gens dans un milieu sécurisé. Val-d'Or à Alcien, à qui le tour? On verra. Bonne soirée.